Le Sahel est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. L'espace sahélo-saharien est devenu un arsenal à ciel ouvert qui alimente le narcoterrorisme. Malgré les crises qui le traversent, le Sahel reste une région extrêmement convoitée. Géopolitique du Sahel est un rendez-vous hebdomadaire dont le but est de mieux comprendre cette région et de cerner les enjeux derrière la rivalité qui oppose les grandes puissances pour son contrôle. L'émission est animée par Leïla Gertal sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour. Merci de nous rejoindre à Géopolitique du Sahel. Ce matin, nous parlerons de ces fameuses attaques de forces d'intervention rapide, le RSF soudanais, sur le port Soudan par des drones. L'histoire des drones qui revient dans cette région de la Corne de l'Afrique, ou presque. Tout de suite, les développements avec notre consultant Ifriqiya FM, Abdelkader Soufi. Abdelkader Soufi, bonjour. Vous êtes notre consultant à Ifriqiya FM. Vous êtes également analyste des questions politiques et internationales et professeur universitaire. Oui, bonjour Lila, bonjour nos chers amis auditeurs, bonjour à l'équipe technique. Et voilà. Abdelkader Soufi, alors, on s'attendait quand même, les derniers temps, on a eu des nouvelles assez réconfortantes, je dirais très mitigées, certes, mais quand même relativement réconfortantes concernant le Soudan, lorsque on avait donc des informations qui disaient que les troupes gouvernementales soudanaises avaient repris du terrain et avaient donc essayé de stabiliser certaines régions. Voilà que les forces d'intervention rapide de l'opposition, les paramilitaires, ont repris le dessus et sont en train aujourd'hui de bombarder dans le giron même du gouvernement de Khartoum, à savoir le port Soudan. Que se passe-t-il? Et surtout avec des drones. Alors oui, reprendre le dessus, c'est trop dire. Il y a des attaques qui se font car donc depuis un moment, c'est plutôt les forces régulières donc de l'armée soudanaise qui est en train d'asseoir plus de sécurité dans beaucoup de régions qui, jusque-là, étaient entre les mains des SFR. Et cela dit que, donc, cette nouvelle situation, cette nouvelle donne au Soudan, qui vise donc plus à stabiliser le Soudan et revenir à une situation normale, fait que les facteurs exogènes ne l'entendent pas de cette voie. Oreille, oui. Et de cette oreille, voilà, et ne la voit pas de cet œil. Et c'est pourquoi, donc, pour la première fois dans cette ville qui est à 600 km aussi du giron, de la capitale. Du bastion, oui, voilà, du gouvernement. Port Soudan a été attaqué par des drones explosifs. Et donc, cela explique aussi que ces SFR ne sont que finalement aujourd'hui que la voix ou l'instrument voilà, de certains partis exogènes, comme je l'ai dit. Et il ne faut pas résigner sur le terme pour les désigner, c'est les Émiratis. Sans vouloir les nommer. Les Émiratis, aujourd'hui, ils ont beaucoup d'intérêt au Soudan. Ils sont en train d'exploiter le pétrole, l'or, le bronze. Il ne faut pas oublier que le Soudan, c'est la première réserve au monde en matière de bronze, en plus. Donc, de sa capacité en matière d'or et de terres rares. Qui rentre dans la fabrication de tout ce qui est IT, je veux dire les téléphones. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et donc, là, les Émiratis veulent reprendre du terrain en dotant, en finançant et en dotant les FSR, les forces d'intervention rapide. Les RSF. Les RSF, voilà. Et là, donc, au fait, nous avons vu que aussi il y a eu des attaques au Sud-Soudan, donc dans le pays voisin, aussi avec des drones et contre des hôpitaux. Cela veut dire qu'il y a une intention de vouloir multiplier les actions pour maintenir un chaos au Soudan et faire plier surtout la main aux représentants au gouvernement soudanais. Justement, vous avez dit un truc très important, Abdelkader Soufi, lorsque vous parliez du fait que, à un moment donné, il y a eu le gouvernement qui donc avait pris quand même ou avait repris certains endroits du pays, certaines régions qui étaient complètement proies au combat. Et voyons justement la situation basculer en faveur des forces gouvernementales, c'est-à-dire ceux de Khartoum, la riposte a été très rapide. Peut-être qu'ils ont pris conscience que quelque chose leur échappait, avec bien entendu
comme vous le disiez tout à l'heure, l'aide des Émiratis. Oui, La riposte a été rapide pour ça. Oui, elle a été rapide. Oui et non. Au fait, Oui. donc, quand on voit sur le terrain, il y a eu la guerre fait rage. La guerre fait rage, sauf que il y a un recul net du RSF au profit justement des forces régulières. Oui. Et cela dit que donc on a tendance à aller vers une stabilisation de la situation au Soudan. Cela veut dire aussi... Ne les arrange pas. Bien sûr, cela n'arrange pas les affaires des forces spéciales des RSF et non plus de ceux qui sont en train de derrière eux. Derrière eux. Et bien justement, le fait qu'aujourd'hui, c'est le port Soudan qui se trouve bombardé par des drones explosifs, c'est un endroit stratégique. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut finalement toucher le gouvernement de Khartoum dans le cœur, c'est ça ? Sachant pertinemment que si cette ville tombe, par exemple, le reste pourrait suivre. Oui, il faut dire que le Soudan, donc Khartoum, la capitale, et le port Soudan sont deux positions stratégiques importantes pour le devenir de cette guerre, je dirais entre puissances étrangères surtout. Et le fait que le gouvernement soudanais puisse donc réinvestir ces territoires-là, ça veut dire asseoir une nouvelle vision stratégique et géostratégique dans cette conflictualité mondiale. Le port Soudan, il fait l'objet de convoitises de plusieurs pays. Donc nous dirons que les États-Unis d'Amérique veulent en faire une pompe, une station d'essence pour approvisionner ces bateaux et ces navires de guerre et autres. Les Russes veulent avoir plutôt une base militaire, donc pour contrôler le flux dans cette région-là. Les Chinois, donc ils veulent avoir donc pied pour l'acheminement justement de tout ce qui est commerce et économie à travers le Soudan. Les Émiratis veulent avoir une même mise aussi sur le port Soudan, car nous savons que les Émiratis font office de... Mais ils ne roulent pas pour eux. C'est ce que je suis en train de dire. Font office de vassalité au profit donc d'acteurs cachés. Oui. Et ils le font bien dans cette démarche avec l'entité sioniste aussi, il ne faut pas oublier. Et de ce fait, ils ont été à l'origine de la conflictualité entre la Somalie et l'Éthiopie. Même avec l'Érythrée, rappelez-vous, dans les années 90. Oui, mais je parle pour maintenant. Oui. Donc, il y a le problème du Somaliland et du port de Berbera, aussi que les Émiratis exploitent et qui veulent donc... carrément scinder le pays en deux. Et on oublie que le Somalie est l'un des pays les plus riches au monde en matière de réserves de pétrole. Si ce n'est, il fait partie du top 3 ou 5 au monde. Ça, on ne le dit pas, mais on le dit pas, mais bien on sûr. le cache bien. C'est beaucoup plus riche que l'Arabie Saoudite. On fait toujours passer la Somalie pour être un pays très pauvre, avec des images de famine, ce qui est le cas, mais on a affamé de manière volontaire. On a voulu. On a voulu que ce soit comme ça et personne ne parle des richesses. Voilà. On a fait du Somalie plutôt un pays de production de drogue douce. Plaque tournante, tout comme on l'a fait en Afghanistan, on l'a fait en Guinée. Voilà. Justement, Abdelkader Soufi, vu qu'on en est là, depuis quand même un certain temps, les Émiratis sont en train de jouer un très très mauvais jeu dans la région, que ce soit dans la région du Sahel, que ce soit dans l'Afrique de l'Est, la Corne de l'Afrique, ou encore au Moyen-Orient, là où ils se trouvent eux-mêmes. Donc le jeu est toujours malsain. On trouve toujours les Émiratis derrière des groupes paramilitaires, derrière des groupes rebelles, même en République démocratique du Congo, faut pas s'étonner. Donc du coup, aujourd'hui, c'est la première fois que les forces d'intervention rapide, frappent
et frappe avec force. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de dégâts humains pour l'instant. Frappe le port Soudan. C'est un endroit stratégique. D'ailleurs, pour cela, les forces gouvernementales et le gouvernement a décidé de fermer les régions limitrophes et surtout l'accès au palais et à l'aéroport. Ce qui veut dire que la menace, elle est là, elle est persistante. Ça peut carrément virer d'un moment à l'autre. Vous avez bien de poser la question comme ça, parce que quand on voit les Émiratis, donc en tant qu'État, c'est vraiment un État minuscule. Et il n'a pas la ressource humaine, c'est-à-dire même en matière de population, c'est 10 fois rien. C'est pratiquement rien. Mais quand on dit que les Émiratis sont en train d'évoluer un peu partout à travers le monde, on est tout étonné de voir comment ils le font. C'est que parce que le pouvoir de l'argent. Le pétrodollar. Voilà, le pétrodollar est là et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils engagent des mercenaires ou ils travaillent avec des organisations ou des mouvements douteux, voilà, donc d'ordre terroriste ou radicaux. Rappelez-vous que ces mêmes forces dont nous sommes en train de parler, les RSF, avant 2013, c'était des qualifiés de groupes radicaux et terroristes. Et c'est Omar al-Béchir qui leur a ouvert la voie donc d'intégrer le travail du pouvoir dans la guerre du Darfour. Oui. Et depuis, donc les Émiratis se sont accaparés, on va le dire comme ça. Ils ont eux-mêmes mis sur Hamiti, et donc ils le font tourner en bourrique, et ils serrent leurs affaires, et il se fait servir aussi. Cette même action, nous l'avons vue en Libye, nous l'avons vue dans les pays du Sahel, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, au Tchad, avec les Boko Haram. Ils sont un peu partout, et ils financent au profit surtout. Donc je ne pourrais pas dire que cela est au profit des Émirats arabes unis, car ils n'ont pas l'envergure d'une puissance mondiale. Ils n'ont pas l'envergure d'une puissance régionale. Abdelkader Sofi, c'est ça qui est sournois. Au fait, s'ils avaient cette envergure, ça aurait été mieux, parce qu'on sait à qui on a affaire. Mais là, c'est qu'ils travaillent toujours de manière très sournoise et sous cap. C'est ça qui est dangereux. Justement, là, on peut dire qu'ils font office d'entreprise, de sous-traitance. Du mal. Voilà, du mal, voilà, de Satan. Oui. Abdelkader Sofi, alors pour revenir sur la région, sur le Soudan qui a été déjà scindé en deux dans les années 90, entre un Soudan du Sud et le Soudan qu'on connaît aujourd'hui, le Soudan du Nord, c'est-à-dire Khartoum, la capitale du Nord, et le Sud de Juba. Aujourd'hui, on veut encore, il y a des forces et ça se voit, c'est clair, je veux dire, c'est perceptible à la nu, même pas besoin d'être averti, que ce qui reste de ce Soudan du Nord soit également divisé, vu qu'il y a beaucoup d'enjeux stratégiques. Et on a remarqué que depuis qu'il y a les attaques des forces d'intervention rapide et les combats entre les forces gouvernementales, c'est la première fois que des zones, d'habitude c'était les régions orientales. Aujourd'hui, on s'approche de Khartoum, on s'approche du port Soudan. On dit, beaucoup disent, donc les médias, que ça marque un tournant majeur, c'est-à-dire l'attaque de Port-Soudan. Pourquoi un tournant majeur? Est-ce que cela veut dire qu'il va y avoir un renversement de la situation, pour ne pas dire plus? Un tournant majeur? Je dis bien, on le dit, hein. Oui, mais dire que pour certains, ça constitue un tournant majeur, pas pour d'autres. Hein. Écoutez, de toute façon, il y a un plan machiavélique qui vise justement à encore diviser le Soudan. Oui. Et diviser le Soudan en différentes régions. Voilà. Oui. Donc, déjà, le Sud-Soudan, quand vous voyez, c'est la partie la plus riche. Donc, c'est la région où il y a le pétrole. Juba, vous parlez de Juba, voilà. Le sud du Soudan. Voilà. Et ce Sud-Soudan, on pensait que, en principe, les querelles sont finies, la récréation aussi. Donc, on pouvait voir un Sud-Soudan émerger, devenir un peu plus riche, plus fort, plus stable, tel que ce fut au Rwanda, ou tel que c'est dans d'autres régions.
Par exemple, comme aux Émiratis Arabes Unis. Sauf que ceux qui ont été à la réalisation de ce projet de scinder le Soudan en deux ne voulaient pas que le Soudan soit... se stabilise. Que le Sud-Soudan soit justement stable ou qu'il se développe, parce que quand on voit son pétrole aujourd'hui, il est spolié, il est pris ailleurs. L'entité sioniste a été derrière cette division. Elle est toujours. Et elle est toujours donc, dans l'action. Maintenant, il est clair, comme vous l'avez dit, les intentions de casser le Soudan pour avoir mainmise dessus, elles sont visibles. Voilà, je dirais qu'elles sont visibles. Oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, on parle très très peu du sud du Soudan, n'est-ce pas? Parce que vu que c'est un sud chrétien ou animiste, disons-le comme ça, la communauté internationale n'attaque pas des entités qu'elle a elle-même créées. Par contre, il reste, comme vous le disiez, ce Soudan du Nord, qui est donc constitue ou renferme Khartoum, la capitale, le flanc oriental, le port, l'aéroport, mais également le Sud-Soudan. C'est le Sud-Soudan aujourd'hui qui est constitué, c'est-à-dire le Sud-Soudan du nord du Soudan. Voilà. Ouais. Tout l'enjeu est là aujourd'hui. Alors, est-ce que on va aller vers la division de cette région comme on l'a vu par exemple par le passé? Est-ce qu'on va assister à un Soudan complètement déchiqueté, un Soudan parcellaire, où il y aura des régions du Sud-Soudan, le Darfour, le Kordofan, puisque c'est là où se font les plus grands combats. Mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le sort de la capitale Khartoum. Est-ce que, finalement, les forces d'intervention rapide qui n'ont pas, ne se sont pas avouées vaincues lorsqu'il y a eu la déclaration du gouvernement de Khartoum, de Béchir, qui donc annonçait sa victoire, et la reprise de certaines villes qui étaient sous leur contrôle aujourd'hui, reviennent ou reprennent du poil de la bête grâce justement à l'aide et aux efforts de ceux qui sont derrière eux? Y a-t-il cette crainte? La crainte, elle est toujours là, parce que le plan de division, comme nous l'avons dit toujours, il y a le problème du Darfour. Il est toujours vivant et vivace. Sûr, le Darfour, vous avez vu donc ce qui se passe et sur le nombre de réfugiés qui sont installés, les déplacés du côté d'El Fachir, de Djouneiba ou Niala. C'est pratiquement le Darfour ouest aux frontières avec le Tchad. Et puis vous avez aussi le Darfour du Sud qui est très riche, lui aussi en matière de réserves de pétrole, tout comme Malakal. Et là, la guerre fait rage par rapport à ces... d'abord, ces groupes. Non, par rapport à ces régions. Qui sont riches, ou aussi par rapport aux zones où il y a les raffineries, ils sont obligés de convoiter. Et les oléoducs, oui, bien sûr. Et là, nous sommes dans une perspective pratiquement qui ne montre pas le chemin d'une paix proche. Bien au contraire, quand bien même le Soudan aujourd'hui est en train de récupérer, de prendre du terrain, on voit que les enjeux et l'argent qui est injecté est tellement énorme qu'il est éparpillé un peu partout pour garder un chaos dans toute cette région du Soudan et de la Corne africaine. Oui, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, est-ce qu'on peut dire que, pour revenir à cette attaque est dangereuse? Est-ce qu'elle marque vraiment un tournant? Est-ce que ce n'est que de la poudre aux yeux de la part des forces d'intervention rapide qui essayent un petit peu de tirer leur dernière cartouche, peut-être pour effrayer, entre guillemets, Khartoum? Non, de la poudre aux yeux, non. Et est-ce que c'est dangereux? Pas à ce point-là, mais pour dire que les FSR essayent de se repositionner, au fait. Donc, ils essaient de se repositionner parce qu'ils ont perdu du terrain. En contrepartie, il y a des défaites politiques, il y a des défaites sur le plan de l'opinion publique soudanais. On voit que la balance est plutôt du côté des forces régulières. Et c'est pourquoi, donc, cette influence
Ils ont aussi perdu, Abdelkader Soufi, le RSF, les forces d'intervention rapide, ils ont aussi perdu certains alliés qui étaient avec eux au départ, pour ne pas dire un certain pays voisin arabe, et qui a quand même tiré le tapis sous les pieds des forces d'intervention rapide, ce qui a un petit peu causé son recul également. Absolument d'accord, parce qu'aujourd'hui, on voit bien les intentions de ces forces d'intervention rapide qui, en définitive, nous pourrons les qualifier de groupes terroristes. De mercenaires, carrément. De mercenaires et de groupes terroristes qui vont à l'encontre de l'intérêt des Soudanais. Car vous voyez bien que nous aurions pu aller vers une solution pacifique depuis le départ. Et c'est cet entêtement, parce que on voulait avoir plus de temps d'intégration, mais la réalité, c'était pas ça. C'était plus de temps pour exploiter au maximum les ressources minières du pays, et aussi donc asseoir un nouveau pouvoir. Et Hamiti ne voulait pas être numéro 2, c'est-à-dire à la merci d'El-Borhan. Au fait, d'El-Borhan. Au fait, il y a un truc très important. C'est vrai que Hamiti, au fait, quand il avait refusé, quand il avait donné des conditions, il y avait, si on revient à la genèse entre les deux hommes, il y avait quand même un moyen de trouver des ententes entre eux, mais il semblerait que leurs yeux étaient plus grands que le ventre, vu qu'on peut-être on leur avait fait miroiter certains acquis. Alors pourquoi être sous la direction de Al-Borhan, alors que lui, il avait toute la carrure pour le faire, c'est-à-dire, je parle d'Hamiti. C'est vous faites ça qui a finalement pris le pays comme ça, dans un engrenage infernal. Vous le dites comme ça, mais au fait, ce n'étaient pas les deux qui avaient les mains et les clés. Non, qui avaient cette comme vous disiez, ces yeux vrais grands. Plus gros que le ventre. Plus gros que le ventre, voilà. Mais au fait, c'est parce que Borhan représente l'État. Le problème n'est pas venu de Borhan. Le problème est venu de Hamiti, c'est ce que je disais. Le problème est venu de Hamiti, car il ne voulait pas perdre cette position d'équivalence avec Al-Borhan. À un moment, Omar Béchir, il lui a donné un statut. Oui. Et ce statut qui est donc l'a presque amené à être au même titre qu'Al-Borhan. Et donc ça lui a pris, voilà. Ça lui a monté la tête. Tant que ces forces étaient indépendantes de l'armée officielle, donc nationale, elle avait cette possibilité de faire l'égal à égal. De concurrencer avec l'armée. Ça veut dire que c'était une coalition entre deux forces égales. Sauf que on ne peut pas avoir deux armées dans un seul État. Oui. Il fallait intégrer ces forces-là. Il fallait trouver Donc il fallait leur donner un statut, les faire sortir de ce qu'on appelle de l'illégalité. L'anonymat, parce qu'ils n'avaient pas de statut. Plus de l'illégalité que de l'anonymat. Et ce faisant... Oui, parce qu'ils étaient connus, au fait, pour être ce qu'ils sont. Ce faisant donnerait donc une position donc plutôt verticale où Al-Borhan serait le chef de Hamiti. Et par conséquent, il perdrait tous les privilèges et la mainmise qu'il avait sur le pétrole et le gaz et les ressources et les richesses du Soudan. Voilà, donc c'est pour résumer, c'était aujourd'hui le Soudan et surtout ces frappes et ces attaques des forces d'intervention rapide soudanaises, des forces paramilitaires par opposition aux forces régulières de Khartoum qui ont frappé aujourd'hui ce flanc oriental, donc le port du Soudan et l'aéroport du port de Soudan. Merci de nous avoir suivis, merci à vous Abdelkader Soufi d'avoir été avec nous pour votre éclairage, merci à vous également de nous avoir suivis, d'avoir été à l'écoute. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Géopolitique du Sahel. Au revoir.